how do beautiful young children become violent adults? The building, the nice building you can see there is a building in Montreal. It's a prison in which I started my career a long time ago, when I was very naive in thinking that I could help violent adults reintegrate society. So I've been working my way back towards younger children. Lausanne, février 2009. Des scientifiques du monde entier sont réunis à l'occasion du colloque « Comprendre la violence ». Les recherches que le psychologue québécois Richard Tremblay a menées pendant plus de 20 ans sur de jeunes enfants lui ont valu une renommée mondiale. Il défend l'idée controversée selon laquelle on pourrait, dès l'enfance, identifier et combattre les germes de la délinquance. Les enfants naissent avec une propension à utiliser l'agression physique. Ils naissent capables de survivre dans la jungle. Plus on a des problèmes de comportement à l'âge de 3 ans, plus on est à risque d'avoir des problèmes de comportement à l'adolescence et à l'âge adulte. La capacité de prédiction est aussi forte, et dans certains cas plus forte, que notre capacité de prédire le cancer à partir du tabagisme. We fight for property as soon as we have the muscle ability to fight for property. Rousseau was wrong. It doesn't start in adulthood, and it's not a man that decided to protect his property. Europe, États-Unis, Canada, cette idée de précocité du comportement violent tend aujourd'hui à s'imposer dans de nombreux pays. Elle trouve écho auprès de dirigeants politiques toujours plus soucieux de prévention et de sécurité. En 2005, à la demande du ministère de l'Intérieur, le député français Jacques-Alain Benisti fait paraître un rapport sur la prévention de la délinquance. Ce texte théorise le parcours type d'un jeune délinquant depuis l'enfance. Un enfant de 14 ans, puisque c'est encore un enfant pour moi, ne se réveille pas un jour en disant « Tiens, aujourd'hui je décide d'être délinquant ». Il y a donc des étapes, un escalier de délinquance. Il commence par des petits actes et au fur et à mesure, les actes vont évidemment de plus en plus graves. C'est-à-dire qu'il va mettre le feu, par exemple, à la poubelle de la classe. Après, il va commencer par piquer les manteaux qu'il y a dans le couloir, les cacher, voilà. Après, il va rentrer chez lui, de la petite poubelle de la classe, ça va être la grande poubelle, évidemment, à l'entrée de l'immeuble. Ensuite, de la poubelle, il va passer à la voiture. Et ça finit par, évidemment, les actes très importants, le braquage de banque, etc. En France, l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, ajoute sa pierre à l'édifice avec la publication en 2005 d'une expertise sur le trouble des conduites chez l'enfant et l'adolescent. Via ce trouble, des comportements comme la désobéissance, les colères répétées, l'agressivité chez l'enfant, ou bien le vol et la fraude chez l'adolescent, entrent dans le domaine des pathologies mentales. Il appartient désormais à la médecine de dépister les futurs délinquants. Thibaut, t'étais très très gentil. Les experts de l'INSERM recommandent un examen de santé dès 36 mois. Thibaut, Coucou. Alors? C'est fini mon Oh grand. là là. Oh bah oui, tu t'étires. Oh, tu t'étires. Hein? Ça va? Bah oui, oh là là. Tu veux plus te réveiller, hein? T'es trop bien. Il bien se lire. Lyon, hôpital neurologique, service du docteur Revol, spécialiste des troubles du comportement.
Tu te rappelles quand tu étais endormi? Ouais. T'as pas eu peur? Non? D'abord, on va dans mon bureau, puis ensuite on va quitter. Ici, régulièrement, des enfants signalés comme difficiles par leur famille ou par leur établissement scolaire sont placés en observation et passent une semaine sans voir leurs parents. Donc Thibaut, c'est un petit garçon de 5 ans et quelques mois, 5 ans et 3 mois, qui nous est adressé pour des troubles des conduites importantes, préoccupantes, puisqu'il est déscolarisé, alors que normalement il était en moyenne ou grande section de maternelle, grande section je crois. Il est déscolarisé pour agressivité envers les autres enfants, il est capable de mordre ses petits camarades, maltraite son chat, globalement quand même violent, même sur sa sœur. Mais ni la maîtresse, ni les parents, ni l'entourage n'arrivent à cadrer ce petit garçon, donc qui commence à être un peu préoccupant pour tout le monde. Est-ce que c'est vraiment des troubles des conduites? Et si c'est des troubles des conduites, comment on peut comprendre ce problème et qu'est-ce qu'on peut apporter comme solution? Parce que la maman, honnêtement, nous a présenté un tableau préoccupant. Voilà, tu fais 1m07. Tu montes sur la balance, Thibaut? Voilà, je te lâche 15 kilos. Continue, t'as encore le temps, vas-y. Oui. Durant son séjour à l'hôpital, l'enfant subit une batterie d'examens médicaux. Encéphalogramme, prise de sang, test du quotient intellectuel, test psychomoteur, test d'attention. Là, et ça, j'ai mis là. Peut-être comme ça et comme... Là, comme ça. On va en essayer un autre. Mais un arbre! Ça va faire un arbre, t'as raison. Qu'est-ce qui fait que nous rendons compte des souffrances psychiques des enfants et des adolescents en termes de raison médicale, en termes de rationalité médicale, sans tenir compte, pourrait-on dire, du contexte social, ou sans tenir compte en tout cas de l'histoire et du sens que ces symptômes prennent chez un sujet et au sein de son environnement social et familial. T'es en maternelle ou t'es en primaire? Dis-moi. En primaire. Tu vas rentrer en primaire. Ouais. Et avec l'école des grands. En CP, tu vas rentrer. Et qu'est-ce qu'on apprend en CP? Qu'est-ce que tu vas apprendre? Tu vas apprendre à lire. Ouais. T'as pas envie d'apprendre à lire? Non? J'arrive pas. Tu sais pas écrire du tout? Ton prénom? Je veux pas. Tu veux pas ou tu sais pas? Je veux pas. Et papa, tu sais écrire papa? Est-ce que tu sais écrire le P? Et le A? Tu sais pas. Et est-ce que tu sais pourquoi tu es venu me voir dans mon service? Tu sais pas. Pourquoi? Est-ce que c'est bien d'ailleurs? Est-ce que c'est bien ou tu t'ennuies? Et attends. Essaye de m'écrire encore autre chose. Tac. T'as bien mérité de faire un petit volet avec moi, d'accord? Moi, je retiendrai quand même, si vous êtes d'accord, le terme de trouble des conduites chez lui, chez un enfant d'intelligence normale. C'est un enfant que je vais revoir rapidement. Je pense qu'il faut que dans 6 mois, on ait une nouvelle évaluation, 6-8 mois. Ça vous choque pas si on le reprend d'ici 8 mois? Pour quelques jours, pour voir un petit peu ce qui a pu être mis en place, si la maman a pu mettre en place un certain nombre d'aménagements à la maison et à l'école. C'est intéressant de se rendre compte que le trouble des conduites a toujours existé finalement, même s'il n'était pas dénommé comme tel, et que dans la littérature, on retrouve des tas de cas d'enfants qui avaient un comportement provocateur. Je pense à Tom Sawyer, je pense à Sophie dans Les Malheurs de Sophie, je pense au petit hispanique dans Astérix en Hispanie, Soupe à l'oignon et crouton, je pense à Abdallah dans Tintin. On aurait dit à l'époque que c'était des enfants perturbateurs. Et j'aime bien cette notion-là parce que dans perturbateur, il y a forcément la notion d'un environnement. On ne se perturbe pas tout seul. S'il est perturbateur, c'est qu'il gêne les autres enfants, c'est qu'il gêne les parents, c'est qu'il gêne son environnement. Un enfant qui a un comportement
qui montre qu'il est perturbé, que ce comportement d'ailleurs se manifeste par de l'agressivité ou qu'il se manifeste par un repli sur soi. Je veux dire, un enfant qui interagit peu avec les autres est aussi inquiétant en ce qui concerne son état de bien-être, sa souffrance future, qu'un enfant qui a un comportement agressif. C'est tout simplement un enfant qui est en état de souffrance et donc un enfant qu'il faut aider. Le trouble des conduites est la traduction de l'anglais Conduct Disorder, une pathologie figurant depuis 1980 dans le DSM, le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, publié par la puissante association américaine de psychiatrie. Cet ouvrage, dont la première édition date de 1952, répertorie tous les troubles mentaux et le moyen de les traiter. Le DSM s'est imposé comme la référence mondiale en matière de psychiatrie. À chacune de ces mises à jour, après le vote à main levée de comités d'experts, de nouvelles pathologies intègrent le manuel. Le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux a deux principales fonctions. D'abord, c'est un outil pour les médecins. Quand un psychologue, un travailleur social ou un psychiatre voit un patient pour un problème émotionnel, de comportement ou de consommation de drogue, il peut regarder dans le manuel et consulter les critères tels qu'ils ont été définis par un panel d'experts à partir des résultats de la recherche. Il peut alors décider s'il faut poser un diagnostic et donner un traitement. La deuxième fonction, c'est la recherche. Quand on effectue des recherches sur les troubles mentaux, y compris le trouble des conduites, on a une définition standard à laquelle on peut se référer. Comme ça, tous les cliniciens à travers le monde étudient le même groupe d'enfants et d'adolescents. Benjamin Leahy, professeur de psychiatrie à l'Université de Chicago, a fait partie du comité de travail à qui l'on doit l'intégration dans le DSM du trouble des conduites. Critères de diagnostic pour le trouble des conduites, codé 312.8. Il y a 7 sortes de violences envers les personnes ou les animaux, 2 sortes de destruction de propriété, 3 sortes de tromperie ou vol, et 3 sortes de violation des règles, comme faire l'école buissonnière ou fuguer de la maison. Certains enfants avec un trouble des conduites remplissent à peine les critères, et ils ont de meilleures chances d'aller mieux, tandis que d'autres enfants sont extrêmes et ont un risque élevé de devenir des criminels professionnels. Si on prend justement ces critères qui font le diagnostic, on voit bien qu'ils font semblant d'être médicaux, mais ils ne sont pas médicaux, puisqu'ils impliquent, si vous voulez, des critères d'ordre moral, des critères d'ordre social, des critères d'ordre politique, la notion de propriété par exemple, pour en prendre une. Alors, c'est là où on voit bien qu'il y a, pourrait-on dire, une espèce d'extrapolation abusive, n'est-ce pas, des normes, et que l'on essaie de les faire passer comme étant des choses naturelles. Il y a cette tendance ou cette tentation de médicaliser des comportements déviants, de médicaliser des comportements de délinquance, de médicaliser des problèmes qui sont des problèmes qui posent un risque pour la société, avec quelque chose de très flou entre s'agit-il d'une maladie psychiatrique qu'il convient de soigner, de nouveau la personne est un malade qu'il faut soigner, ou s'agit-il de quelque chose qui n'est pas vraiment une maladie parce que les seuls symptômes en seraient, au fond, la menace sociale que ça représente. Canaillan, chez la psychologue. Si elle laisse tomber son crayon, ramasse-le, mais regarde pas ses jambes. Sinon, c'est marqué sur ton dossier. Dossier? Mais quel dossier? Bah oui, c'est ce qu'on sait sur toi, c'est ce que pense le docteur, ce que pense le juge. Enfin, même ce que pensent les voisins de tes parents. Remarque bien que moi, mon dossier, je le connais par cœur. Je sais qu'il y a marqué que je suis un instable psychomoteur à tendance perverse. Et si je dis des conneries exprès comme ça, pour bah déconner? alors là, t'es bon pour Sainte-Anne. Et puis à Sainte-Anne, on te fait passer le 38e parallèle. 38e parallèle? Vanel? Oui. Comment distinguer un comportement normal
d'un comportement pathologique. Quel seuil, quelle fréquence, quel écart par rapport à quelle norme? À quel moment poser le diagnostic de la maladie? La plupart des membres du comité du DSM considèrent les émotions, les pensées, les comportements comme anormaux s'ils nuisent à l'individu dans sa vie quotidienne, l'empêchant de travailler, d'aller à l'école, d'avoir des relations, ou s'ils sont cause de souffrance. Aux États-Unis comme en Europe, chaque pays cherche à mettre au point ses outils, ses instruments de mesure et d'évaluation du comportement. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Alors, ici, on a le tas de Fabio. Ici, on a le tas de Jérémy. On regarde bien ces cartes. Et si on a deux de la même couleur, on peut avancer, mais on doit crier très fort 2. Regardez bien vos cartes. Ok. 3, 2, 1. Oui, Fabio, tu peux crier 2. Université de Louvain-la-Neuve, en Belgique. La psychologue Isabelle Roskam a mis au point un test présenté à l'enfant comme un jeu, dont l'objectif réel est de mettre à l'épreuve son comportement. À travers cette expérience, la psychologue cherche à définir des états normaux et des états pathologiques. On continue, vous êtes prêts? 3, 2, 1. 2. Faut crier plus fort, hein. 2. Plus fort, hein. 2. Alors pour les affects négatifs, il se passe rien, tu es d'accord avec moi? Il n'y a pas de manifestation de colère, de détresse. Tout à fait. En même temps, c'est normal puisqu'il a gagné le tour de carte, donc on lui met 1. Alors pour l'agitation, tu as vu, c'est quand même un enfant qui présente de l'anxiété, et puis il y a des mouvements du tronc très importants où il fait des rotations à gauche, à droite, il ligote sur sa chaise. Avec ses bras aussi. Oui, tout à fait. Donc on le code à 3. Et en termes d'agressivité, c'est un enfant qui ne manifeste pas d'agressivité envers son camarade ni envers l'expérimentateur. Pas de comportement agressif vis-à-vis du jeu. Donc on code 1. Nous, on s'occupe des difficultés de comportement des enfants qui sont rapportés comme étant difficiles. Quelles que soient les raisons pour lesquelles ils sont difficiles, ils sont agités, agressifs, ils n'obéissent pas. Voilà. Et donc nous, ces enfants nous intéressent en bas âge. Donc ils viennent consulter autour de 3 ans avec une demande qui est principalement celle-là. C'est des parents qui ne savent pas très bien comment gérer les choses ou parfois des instituteurs qui ne savent pas comment gérer les comportements difficiles de l'enfant. Et dans cette étude, ce qu'on essaye de faire, c'est de comprendre qu'est-ce qui, chez des tout jeunes enfants, peut déjà expliquer ces comportements difficiles. Ok, tour de carte suivant. 3, 2, 1. C'est pas fini. Hein. Oh non, pas ça! Oui! Non, je l'ai vu ça! Ok, Jérémy, ben là c'est bien, tu te refais. Ok, 3. On continue. 3, 2, 1. Ok, là les affects négatifs sont majeurs, avec des manifestations de colère intenses. Donc là je pense qu'on peut le grimper à 4. Qu'est-ce qui est normal quand on met un enfant en situation de frustration, puisque c'est le principe de ce jeu, on le frustre en truquant les cartes pour qu'il perde pendant un certain temps. 3, 2, 1. Oh non! Oui, Jérémy! Il va arriver ici après moi, je sais tout. Ah, allez, on continue. Hein. Pas encore fini. Hein. C'est bien. Hein. C'est pas juste. Jérémy, c'est pas mal, tu avances. 3, et ce qui nous intéresse, c'est est-ce qu'il adopte un comportement qui est particulier, qui est différent de celui des enfants de son âge. Et le cas de Fabio est très intéressant parce que on voit bien à l'écran qu'il est différent d'un enfant en contrôle. Il change de position sur sa chaise, voire même à un moment donné du tour de carte, il se lève et se rassied. Il rouspète, il râle, il dit que c'est pas juste, il n'est plus d'accord de jouer. Quand on lui dit allez on continue, il dit non. Et puis sur le plan non verbal, ça se manifeste parce qu'il tape du poing sur la table, qu'il soupire, qu'il met sa tête dans ses mains, qu'il se penche. C'est ce qui amène en fait à ce qu'on code 5. Donc sur notre échelle de 1 à 5, on va considérer qu'une agitation normale dans le groupe contrôle, c'est une agitation qui tourne autour d'une moyenne de 2,5. Mais un enfant clinique, quand il a de vrais troubles de comportement, en général, il se démarque des enfants contrôle parce que la moyenne que lui obtient dans cette même situation de frustration, elle est loin de la moyenne du groupe contrôle.
Mais on peut dire ça que parce qu'on l'a comparé à des enfants du même âge et du même sexe, placés dans le même genre de situation, dans les mêmes conditions. Et si on n'a pas la même couleur? Ah bah là, on peut. Ok, 3, 2, 1. Ok, très bien. Tu es gagné, bravo. Il n'y a pas si longtemps, le vol, l'agressivité, le mensonge et même le vol à l'étalage faisaient partie du développement normal d'un enfant et d'un adolescent. Peu à peu, les psychiatres américains ont transformé ces comportements en pathologie. Et par conséquent, notre notion de ce qu'est un développement normal s'en est trouvée changée. Troubles des conduites, troubles oppositionnels avec provocation, troubles du contrôle des impulsions. Dans sa première version, le DSM comptait une soixantaine de troubles, contre près de 400 en 1994. Le DSM est aussi le reflet de son temps et perméable aux idéologies. Jusqu'en 1973, l'homosexualité y est figurée comme trouble mental. Mais en fait, avec l'augmentation mathématique du nombre de troubles mentaux qu'il y a maintenant dans ce livre, le concept de normalité s'est considérablement réduit. Tout simplement parce qu'en rajoutant 112 nouveaux troubles, on augmente la probabilité que des gens soient diagnostiqués comme atteints de ces troubles. Tes parents disent que tu mens tout le temps. Bah, je mens de temps en temps, quoi. Des fois, je leur dirais des choses qui seraient la vérité, ils me croiraient pas, alors je préfère dire des mensonges. Mama, was ist gerade gemacht da? Nee, aber nicht, wenn du so hoch bist. Das geht nicht. Pour dépister ces nombreux troubles, on a recours à des outils comme la Child Behavior Checklist, un questionnaire d'évaluation. Ce QCM, directement inspiré des critères du DSM-4, est soumis aux parents d'enfants dont le comportement pose problème à la crèche ou à l'école. En Allemagne, depuis une quinzaine d'années, la plupart des services pédopsychiatriques ont adopté cet instrument. La Child Behavior Checklist est un questionnaire adressé aux parents d'enfants de 4 à 18 ans. Il sert à dépister le trouble des conduites, les problèmes émotionnels des enfants et des adolescents, selon l'appréciation de leurs parents. Lorsqu'on procède ainsi, on obtient en général un taux de 15%, voire même plus, d'enfants atteints de troubles du comportement. Frau Schmidt, wir haben uns heute zusammengesetzt ohne den Marcel, weil ich mit Ihnen die Child Behavior Checklist ausfüllen möchte. Das ist ein Elternfragebogen, der 113 Items hat und in dem ich sehr viele über die Stärken und Schwächen und auch Auffälligkeiten von Marcel erfahre. Nennen Sie mir sein Alter bitte? Der Marcel ist 4. Was macht denn Ihr Mann beruflich? Der ist Bundespolizist. Und Sie, Frau Schmidt? Ich bin Krankenschwester. Sind Sie zu uns gekommen oder wie sind Sie zu uns gekommen? Der Kindergarten, dem ist aufgefallen, dass er verhaltensauffällig ist. Ja. Also er schlägt im Kindergarten, rennt ziellos durch die Räume, ja. Ist oft apathisch. Zu Hause, nimmt er da schon mal Dinge weg, dass Sie sagen würden, es ist schon fast ein Klauen, Mopsen? Ja, das macht er schon, ja. Die Unterscheidung mein, dein, die hat er schon ganz gut drin. Ja, das kann er sehr gut. Wenn er draußen spielt, vielleicht im Kontakt, falls Sie ein Haustier haben, quält er schon mal Tiere ganz gerne? Dass er gemein ist oder trampelt die tot oder... Das macht er sehr gerne, ja. Ce questionnaire a été donné à de nombreux parents et nous avons pu ainsi établir des moyennes. On pourrait comparer ça à un relevé de taille, par exemple. Nous savons que nous pouvons mesurer la taille de chaque enfant et nous constatons ensuite, à l'aide de tables de normes, si la taille de cet enfant est comparable à celle des autres enfants du même âge
ou bien s'il est plus grand ou plus petit. Vous avez ici un exemple d'évaluation de la Child Behavior Checklist. Vous voyez ci-dessous les différentes dimensions qu'enregistre le questionnaire, comme l'isolement social, les souffrances physiques, la dépression, les problèmes sociaux, les troubles obsessionnels, les troubles d'attention, le comportement délinquant et le comportement agressif. C'est donc une courbe de comportement comme on dresse aussi des courbes d'intelligence à partir de tests d'intelligence ou des courbes de poids et de taille à partir des relevés de poids et de taille. Mesurer le comportement, mesurer l'intelligence, mesurer la taille, mesurer le poids, l'enfant devient une somme de données, de faits et de gestes rapportés à une moyenne statistique, un plus ou un moins sur une courbe. Partout dans le monde, la santé mentale des enfants tend à devenir une préoccupation de santé publique. Le dépistage des troubles du comportement se généralise et fait son entrée dans les écoles par le biais d'un logiciel, le Dominique interactif. We are going to play a game called Dominique. Hola, vamos a pasar un rato con un juego que se llama Dani. Ce test informatique, mis à disposition des psychologues scolaires, est traduit en plusieurs langues et paramétré sur les critères du DSM-4. En une série de clics, il prétend établir un premier diagnostic de troubles du comportement. Au Québec, dans la grande majorité des écoles, ce test a le même caractère obligatoire qu'une simple visite médicale. Le Dominique, ça met tout le monde sur la même page, si vous voulez, en ce sens que ça traduit pour l'enfant les problèmes de santé mentale ou les symptômes de santé mentale dans un langage et dans un format que l'enfant peut comprendre. Bonjour les amis. Bonjour Monsieur Guy. Alors on a la chance aujourd'hui d'utiliser le logiciel Dominique. Le Dominique, c'est un logiciel où on utilise un personnage. Ça peut être un garçon qui s'appelle Dominique ou une fille qui s'appelle Dominique. Alors, vous avez, à un moment donné, le logiciel va vous demander, est-ce que tu fais, toi, la même chose que Dominique ou est-ce que tu vis la même chose que Dominique? Alors, il s'agit que tu cliques seulement sur oui ou sur non. Vous allez voir une case apparaître, oui est en vert, non est en rouge. Ce qui est important, c'est de répondre honnêtement. Alors, ça nous donne un peu votre profil, OK? Présentement, on va commencer. Vous allez peser sur départ sur la petite case en bas. Nous allons jouer à un jeu qui s'appelle Dominique. Voici Dominique. Voici sa mère. Voici son père ou l'ami de sa mère, ou un autre monsieur que Dominique voit souvent. As-tu déjà fait exprès pour faire du mal à des gens? Es-tu facilement distraite, comme Dominique? As-tu beaucoup maigri ou perdu du poids? Es-tu déjà entré dans une maison en cassant la serrure ou la fenêtre? Est-ce que tu es bien à la maison, comme Dominique? As-tu déjà volé en attaquant les gens? As-tu des fois envie de mourir? Le Dominique, je dirais, utilise la technologie pour faire un pas de plus. La technologie permet que les réponses de l'enfant soient non interprétées par le professionnel. C'est vraiment la parole de l'enfant qui rentre dans l'ordinateur. Et ensuite, l'ordinateur fait le bilan et puis vous donne un résultat. Le Dominique permet d'évaluer les symptômes des troubles les plus fréquents comme la dépression majeure, l'anxiété généralisée, l'angoisse de séparation, les phobies spécifiques. Du côté des troubles intériorisés et du côté des troubles extériorisés, on a le déficit d'attention avec hyperactivité, le trouble d'opposition avec provocation et le trouble des conduites. Actuellement, il y a deux seuils. Un seuil qui indique que le problème est possible et qu'un autre seuil plus élevé qui indique que le problème est probablement présent. Mais dans le langage utilisé, on est vraiment en termes de probabilité. Est-ce qu'il y en a quelques-uns qui ont des questions?
En quelle occasion on a fait ce logiciel-là? On a utilisé ce logiciel-là? Alors, moi, je te répondrais là-dessus que lorsqu'on utilise le logiciel de Dominique, c'est comme si on allait compléter un tableau. C'est comme si j'avais un casse-tête, puis je prends un morceau de casse-tête, ça pourrait être l'évaluation de tes forces, OK, de tes habiletés qu'on dit intellectuelles, cognitives. Mais, à un moment donné, ça, c'est un morceau de casse-tête de toi. Il faut qu'à un moment donné, j'ai plusieurs images, donc plusieurs morceaux de casse-tête pour avoir une image globale de toi. Alors, à ce moment-là, je vais utiliser le Dominique parmi d'autres instruments pour pouvoir, à un moment donné, avoir le plus possible des images de toi sur différents angles, des morceaux de puzzle qui se complètent pour avoir une image claire de ta situation. Et à ce moment-là, le Dominique me permet de savoir si tu as des difficultés avec tes amis, si tu as des difficultés à tel niveau. Et suite à ça, je peux utiliser les informations que tu m'as remis pour pouvoir t'aider à résoudre les problèmes que tu rencontres dans ta vie, que ce soit à l'école ou à la maison. Que fait-on de ces enfants diagnostiqués? La réponse thérapeutique passe souvent par un médicament que l'on prescrit à des enfants de plus en plus jeunes. Ritaline, Risperdal, Seroquel, Prozac, à chaque trouble sa molécule. Avec le trouble des conduites, un certain nombre de comportements sociaux, comme l'agressivité, le vol, les brutalités, la cruauté envers les animaux, ont été redéfinis et transformés en problèmes biologiques. La conception de ce trouble a donc changé dans la recherche. Et à présent, on lui donne des causes génétiques et cérébrales. Il médicalise ces conditions et les réduisent à un simple déséquilibre chimique. Neurobiologie, génétique, éthologie, ces sciences en plein essor sont désormais convoquées pour expliquer les troubles du comportement. Chacune y va de ses hypothèses. Les gens qui sont hors de contrôle ont toujours existé. On le voit bien puisque ça existe même chez les singes, ça existe chez les rats, chez les souris. Et c'est pour ça qu'on dit c'est une maladie. C'est une maladie du cerveau. C'est un cerveau qui ne fonctionne pas bien, qui n'arrive pas à respecter les règles de la société. Et la maladie mentale, c'est une maladie biologique. Université de Cambridge, Royaume-Uni. Graham Fairchild, chercheur au département de psychiatrie, étudie le trouble des conduites en orientant ses recherches sur les adolescents. Rythme cardiaque, activité électrodermale sont scrupuleusement relevés lors d'un jeu vidéo dans lequel le comportement du joueur est mis à l'épreuve. La plupart des adolescents qui participent à nos recherches ont été exclus de nombreuses écoles. Selon nous, ils présentent à l'évidence un comportement très anormal. So Jamie, as part of the teenage behaviour study, what you're going to be doing is playing against another person of a similar age to yourself, and it's going to be a bit stressful. You're going to be playing a game which is quite difficult against another person. This other person's going to be playing in a room, another building in the department, and you're both going to be trying to win money. So I'm going to show you the other person. Ce que le chercheur ne dit pas aux participants de son expérience, c'est que le jeu est en réalité truqué et qu'il ne pourra pas gagner. La partie va tourner à l'avantage de son adversaire, un comédien, qui a pour consigne de le provoquer. Une des molécules qui nous intéresse est une hormone appelée cortisol. Le corps la produit sous l'effet du stress. Nous voulons savoir comment le cortisol est sécrété et libéré dans le corps.
Et si les personnes qui souffrent du trouble des conduites ont un système défaillant, qui libère moins de cortisol quand ils sont en situation de stress. Nous créons du stress chez les participants en leur faisant croire qu'ils jouent contre un adversaire du même âge. Et on leur dit qu'ils peuvent gagner plus d'argent s'ils jouent bien. Les jeux sont truqués de sorte qu'ils ne peuvent pas gagner. Par conséquent, le joueur devient très frustré et furieux. Il reçoit en plus des messages provocateurs de son adversaire. I can't believe you did worse that time. How did you manage that? What is wrong with you? You're such a muppet. Oh well, I guess you've proved the money's mine now. Thank you. Ces facteurs provoquent chez la plupart des gens une augmentation du cortisol. Mais pour ceux qui souffrent du trouble des conduites, il n'y a pas de réponse au niveau du cortisol quand ils sont en situation de stress. Ils montrent des signes de colère, ils insultent parfois leur adversaire, mais le corps ne montre aucune réaction. Le rythme cardiaque n'augmente pas, le taux de cortisol n'augmente pas non plus. Pour l'instant, nous n'avons pas assez de preuves qu'un faible taux de cortisol produit sous l'effet du stress laisse présager de conséquences sur le comportement à l'âge adulte. Nous ne le savons pas encore. Il n'y a pas de test parfait. Nous essayons de comprendre pourquoi certaines personnes deviennent des criminels à vie. Dans nos sociétés, un nombre très élevé et disproportionné de crimes est commis par un nombre restreint d'individus. Si on comprend pourquoi ils agissent ainsi, et si on peut les stopper en les enfermant ou en leur faisant suivre une thérapie, c'est toute la société qui peut en bénéficier. Quelqu'un qui commet des milliers de crimes par an est une charge énorme pour la société. C'est donc important de comprendre ça. Dans ce faisceau d'explications avançant une origine biologique, les neurosciences ont une grande part. Elles s'appuient notamment sur les progrès spectaculaires de l'imagerie, permettant d'observer l'activité du cerveau. Dans son laboratoire de Washington, la neurobiologiste Abigail Marsh a mené une étude à l'aide d'IRM sur des adolescents. Okay, Nick, are you ready to start the scan? Terrific. Before we start, I'm going to have you test your buttons for me. Could you press the button in your left hand for me? Terrific. And the button in your right hand? Beautiful. All right. Remember, you're going to press the button in your left hand every time you see a picture of a woman's face, and you'll press the button in your right hand every time you see a picture of a man's face. You ready to go? All right, here we go. L'étude que j'ai menée a suivi des adolescents qui avaient des problèmes de comportement. Ils manquaient d'empathie, de regret. Ils avaient un comportement sérieusement antisocial qui suggérait un manque de ce qu'on pourrait appeler la conscience. Nous voulions comparer l'activité cérébrale de ces adolescents avec d'autres en bonne santé pour essayer de comprendre quel type de structure cérébrale pourrait favoriser l'apparition d'un trouble des conduites. Nous avons pensé que la région où se trouvait un dysfonctionnement serait l'amygdale et c'est ce que nous avons trouvé. L'amygdale du cerveau, située dans le lobe temporal, est impliquée dans les processus émotionnels comme la peur ou l'empathie. C'est une cible de choix quand on veut expliquer scientifiquement les comportements violents. Si vous savez que vous allez recevoir un choc ou si vous voyez la photo de quelqu'un qui a l'air d'avoir peur, l'amygdale réagit fortement. Quand on a montré à des adolescents en bonne santé des photos de visage avec une expression de colère, nous n'avons pas constaté de modification dans le fonctionnement de l'amygdale. Mais pour les adolescents avec un trouble des conduites, nous avons remarqué une légère baisse dans l'activité de l'amygdale. Voici les résultats IRM d'un adolescent sain. Vous pouvez constater une activité positive de l'amygdale pendant qu'il passait le test. Le rouge indique qu'il y a une augmentation d'activité pendant le test.
On voit ici une tranche similaire du cerveau chez un adolescent qui a un trouble des conduites et qui exécute la même tâche. Et on peut voir qu'il n'y a pas d'augmentation d'activité dans la même région. Leur amygdale ne leur permet pas d'identifier ces indices sociaux qui devraient provoquer de l'empathie. Et alors ils deviennent agressifs. Dire que chez ces enfants, il y a effectivement une amygdale hyporéactive, c'est un résultat. On ne peut pas aller à l'encontre des résultats, c'est ce qu'ils sont. L'interprétation derrière, c'est éventuellement différent. C'est-à-dire que c'est un corrélat. On montre qu'effectivement, que dans telle situation, en corrélation, il y a telle activité de l'amygdale ou moindre activité de l'amygdale. Ça ne veut pas forcément dire une relation de causalité. C'est pas forcément parce qu'on a une amygdale hyporéactive qu'on est forcément agressif, impulsif. Il y a des expériences qui ont été faites dans les années 80 et qui donnaient un certain nombre de résultats et qui n'ont pas fait grand bruit, à part chez les spécialistes. Pourquoi? Parce que ça reposait sur des enregistrements d'électroencéphalogrammes. Donc ça donne des tracés bizarres, et c'est ces tracés dont l'interprétation dit que. C'est assez abstrait. Et puis depuis quelques années, les mêmes expériences ont été faites en imagerie, et d'un seul coup on voit des régions en couleur qui s'allument, et là d'un seul coup tout le monde a l'impression de comprendre. Et donc il y a dans Je ne crois que ce que je vois, il y a quand je vois, je suis sûr que c'est la totalité de la réalité qui s'est révélée à moi. Ce que les gens ne savent pas, c'est que ces régions qu'on mesure, ce qui est mesuré, c'est quelque chose de très intéressant, qui est la consommation de sucre ou la consommation d'énergie par certaines régions. Ça ne veut pas dire que les autres régions qui n'ont pas augmenté leur consommation sont pas en train de faire quelque chose. C'est simplement que là, il y a plus de consommation d'énergie. Donc il y a toujours un très grand risque de cristalliser à un moment la connaissance, comme si voilà, on savait que, alors qu'on a ouvert quelques portes. Pour arriver à comprendre ce que font ces circuits, il faut multiplier les expériences et puis surtout ne pas regarder qu'un petit morceau du circuit, mais regarder les différentes parties du circuit, parce qu'il n'y a pas que l'amygdale qui participe évidemment à cette sensibilité émotionnelle. Il y a d'autres structures autour. Ce sont des réseaux qui fonctionnent de façon dynamique, donc ils ne sont jamais en tout ou rien et statiques, mais il y a comme un opéra cérébral extrêmement riche, et c'est cet opéra cérébral qu'il faut essayer de mieux comprendre. L'amygdale, comme toutes les autres structures cérébrales, il y a un développement au niveau de la conception jusqu'à la naissance. Ça ne veut pas dire forcément qu'elle ne va plus bouger. Elle va évoluer, continuer à évoluer. Par exemple, il y a des études qui montrent que le volume peut grossir jusqu'à 18 ans au moins. Et puis, indépendamment de ça, en plus, il y a la plasticité au moment de l'apprentissage. Donc on est toujours, dès l'instant où on est dans une situation d'apprentissage avec des composantes émotionnelles ou des composantes de stress, l'amygdale, elle, va se modifier. On espère que lorsque l'on comprendra mieux le fonctionnement du cerveau des adolescents qui ont des carences émotionnelles, peut-être que l'on pourra développer des traitements pharmacologiques qui pourront être administrés aux enfants assez tôt, avant l'adolescence. Avant les neurosciences, ça a été le cas de la génétique. Et dans les meilleurs journaux scientifiques du monde, on décrivait, on annonçait l'identification du gène de la violence, du gène de l'homosexualité, du gène de la fidélité amoureuse. Il y a même eu des gènes de la propension à avoir une foi religieuse. Et donc, ça paraissait extraordinaire. Enfin, un comportement complexe que, d'une certaine façon, si on suit ces travaux, on pouvait détecter dès la première cellule œuf fécondée, quand un spermatozoïde pénètre dans l'ovule. Voilà, la foi religieuse est déjà là, la fidélité ou l'infidélité amoureuse est déjà là. Et il y a quelque chose qui vraiment interroge à ce stade la question de savoir comment une société ou un segment de société qui croit ça voit l'être humain. C'est-à-dire qu'indépendamment de la question de la validité scientifique, c'est est-ce que vraiment je pense que l'avenir de la personne, son identité, dans ce qu'il y a de plus humain, de plus mouvant, de plus lié à la culture, de plus lié à l'époque, de plus lié à l'invention d'un monde, est déjà là écrit dans la première cellule fécondée de l'embryon. « 1,
Malgré l'absence de véritables conclusions scientifiques, les politiques n'hésitent pas à s'emparer de ces études pour justifier des programmes de prévention auprès de jeunes enfants. Il y a des choses qu'on a toujours sues et d'autres que l'on sait grâce aux nouvelles recherches en neurologie. Notre capacité à faire des scanners du cerveau et à comprendre le développement du cerveau d'un bébé nous a apporté de nouvelles connaissances. Nous comprenons aujourd'hui bien mieux comment se développe le cerveau d'un bébé et quel est l'impact de son environnement et de ses expériences sur ce développement. Ce sont des informations récentes, toutes nouvelles. Il y a aussi de nouvelles connaissances dans le champ de la génétique et de l'épigénétique qui vont encore renforcer l'importance de la prévention et de l'intervention précoce. En Angleterre, depuis la fin des années 90, le gouvernement a lancé un vaste plan de lutte contre la délinquance juvénile, avec pour slogan « Dur avec le crime, dur envers les causes du crime ». C'est dans ce contexte que le ministère de la Santé a mis en place le Family Nurse Partnership, un programme visant à identifier, dès la grossesse, les bébés considérés comme à risque. Les familles monoparentales, avec mères jeunes et à faible niveau d'éducation, en sont la principale cible. L'une des difficultés avec ce programme conçu pour ceux qui vont être parents pour la première fois et qui débute dès les premiers mois de la grossesse, c'est qu'il faut pouvoir répondre à la question « Parmi ces enfants qui ne sont pas encore nés, lesquels vont être vulnérables ?» Nous espérons avoir un impact sur la réussite scolaire, sur l'apprentissage du langage, une diminution de la maltraitance et aussi de la délinquance juvénile, un meilleur accès à l'éducation et l'emploi pour les mères, moins de grossesses ultérieures et des naissances plus espacées. Cette conception déterministe de l'individu s'accorde bien au discours sécuritaire ambiant. En France, le rapport de Jacques-Alain Bénisti sur la prévention de la délinquance comporte un graphique intitulé « Courbe évolutive d'un jeune qui, au fur et à mesure des années, s'écarte du droit chemin pour s'enfoncer dans la délinquance. » J'ai établi pendant 2 ans un rapport en auditionnant donc tous les spécialistes, tous les acteurs véritablement qui touchent les enfants ou les jeunes. J'ai vu les professionnels tels que Marcel Ruffo, par exemple, tels que des professionnels également de la police, pour travailler avec eux et d'avoir le maximum d'éléments concrets de terrain pour établir ce rapport. La courbe évolutive que nous avions fait, on l'avait pris simplement dans les services de police. Cette courbe se veut une modélisation mathématique du parcours délinquant. Au fil des âges, de la naissance à la vingtaine, 2 parcours sont proposés. L'un normal et l'autre déviant. Une ligne droite et une autre qui s'en écarte. Mais aucune échelle de valeur ne vient justifier cette progression linéaire et ascensionnelle. Mais il n'y a pas de chiffres. Non, c'est vrai qu'il n'y a pas d'abscisse dans les ordonnées, mais on peut, éventuellement, on aurait pu mettre des chiffres, évidemment. Ce qu'on a voulu montrer là-dedans, c'est le parcours déviant. On a toujours un espoir de pouvoir le ramener dans ce qu'on peut appeler le chemin normal, ou le droit chemin, qui est souvent, d'ailleurs, la manière la plus douce possible. On a tout essayé, monsieur le commissaire. La douceur, la persuasion, les sanctions. Remarquez, on ne l'a jamais battu, ça on peut pas dire. Il y a des cas où les bonnes vieilles méthodes... Oui, bien sûr. Seulement, c'est pas notre genre à sa mère et à moi. On le laissait plutôt libre. Trop, peut-être. Non, ça on peut pas dire non plus. Enfin, dans la mesure où on travaille tous les deux, vous savez ce que c'est. Oui, je suis père de famille, moi aussi. Faut reconnaître que parfois, on ne s'y retrouve pas très bien. Mais si seulement il avait voulu se confier à nous. Et pensez-vous, on lui parle, il est ailleurs. Tenez, vous croyez qu'il écoute, là? Regardez comment je l'ai trouvé. Avec la machine. C'est là où on s'aperçoit d'ailleurs, si on est très sérieux, c'est que cette histoire de trouble de conduite ne vise pas tellement à prévenir la délinquance. Il s'agit plutôt d'habituer la population ordinaire à accepter une traçabilité des comportements. Et c'est là où il y a un rapport extrêmement, pourrait-on dire, problématique avec justement, si vous voulez, le politique. C'est un point d'autant plus important
que, comme vous le savez, n'est-ce pas, cette utilisation de la science, en particulier de la génétique, mais pas seulement, n'est-ce pas, comme mode de gestion des populations et des individus, nous en avons connu des heures très sombres il n'y a pas encore très longtemps.